J'aimerais savoir d'abord comment tu te présentes, Olivier Weber, quand tu rencontres quelqu'un comme ça et que te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ah oui, bonne question. Voilà, je suis un écrivain qui aime les voyages, qui fait du reportage, donc un écrivain qui écrit effectivement des reportages. Voilà, je sais pas si c'est une vocation, mais en tout cas c'est une passion. Afghanistan, il y a quelques semaines. Levé de scellés sur les trésors de guerre des stupes. 270 kilos d'opium et 137 kilos d'héroïne. Bonjour, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR. Et tu écoutes Aller-Retour, le podcast du magazine Voyageur. Et celui qui parle devant le micro aujourd'hui, c'est Olivier Weber, un écrivain qui aime les voyages et qui fait du reportage plutôt que l'inverse. Sa première véritable passion, c'est l'écriture. Écrivain donc, Olivier Weber, mais aussi grand reporter, correspondant de guerre, réalisateur de docu. Et il bourlingue sur tous les continents depuis 35 ans, avec, en bandoulière, beaucoup de courage, d'engagement et d'empathie. Une bonne raison pour lui confier l'écriture d'un dictionnaire amoureux de l'aventure qui est paru chez Plomb. Le livre est à son image, passionnant et chaleureux. On le rencontre chez lui, à Paris, au milieu de milliers de livres. Des livres qui l'accompagnent partout, même en voyage, il nous le dira. Tu peux retrouver l'entretien au long cours dans le numéro 68, actuellement en vente, avec le Pérou qui s'étale sur la couverture. Alors ce dictionnaire amoureux de l'aventure, qui vient de sortir, il est sacrément épais. En tout cas, il y a de la matière. Pour toi, c'est quoi l'esprit d'aventure ? Oui, alors c'est effectivement davantage un livre sur l'esprit d'aventure que sur l'aventure. Et l'aventure, c'est une série, comment dirais-je, de circonstances qui fait que on a envie de se propulser, on a envie de se mouvoir. C'est un éloge aussi au vagabondage, une sorte d'élan vital et primordial que nous portons tous en nous, individuellement, et je pense collectivement pour les sociétés sédentarisées modernes dont nous faisons partie et qui ont la nostalgie un peu d'une pulsion des origines. Il y a l'attrait de l'inconnu, bien sûr. Je pense qu'il y a une prise de risque qui est essentielle. Pour partir à l'aventure, il faut ne pas avoir peur de se confronter à des éléments, à des dangers, etc. Je pense qu'il y a aussi la sortie de la zone de confort. C'est très important aussi de se dire, voilà, on sort de la routine, on fait autre chose. Et on est prêt à abandonner aussi certains de nos privilèges. Et puis après, un goût de la liberté. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de désir de liberté lorsqu'on part à l'aventure. Extrait du dictionnaire amoureux de l'aventure. B pour Burton Richard Francis, explorateur, pionnier de l'anthropologie culturelle, en quête perpétuelle des structures universelles qui gouvernent les sociétés humaines. Il était aussi espion au service de sa gracieuse majesté britannique. Aventurier dans l'âme, auteur de 43 récits de voyages et essais, il est adepte des escapades amoureuses et des virées lointaines. Puisque c'est un dictionnaire, on va prendre quelques lettres quand même, comme ça, piocher pas tout à fait au hasard. Donc il y a B comme Burton, Richard. Alors moi je le connaissais pas, mais c'est lui qui t'a mis sur la route. Oui, parce que Sir Richard Burton, qui était l'un des découvreurs des sources du Nil, bien que les sources du Nil étaient encore reculées, on va dire repoussées dans leurs limites, mais c'est un aventurier du 19e siècle, britannique, officier d'ailleurs de l'armée des Indes au départ, qui parlait plus de 30 langues, y compris l'hébreu, l'arabe, le persan, l'occitan, l'italien, etc., qui est mort assez jeune, à 60 ans, et qui n'avait de cesse que de voguer, que de partir à la découverte. Il aimait se déguiser en prince persan, en marchand arabe, que ce soit en Égypte, en Iran, en Perse, donc en Arabie Saoudite. Il a même fait le pèlerinage à la Mecque, clandestinement. Et il parlait de l'inconnu immense. Et l'inconnu immense, voilà. Alors à l'époque, bien sûr, non seulement les sources du Nil étaient à découvrir, mais aussi une bonne partie de l'Afrique. C'est autant de Stanley, autant de Livingstone. Donc il y avait la découverte, qui était une découverte quand même aussi impérialiste, au service de Sa Majesté la Reine Victoria, mais pas simplement. Les grands découvreurs ont été souvent des massacreurs, des pionniers, des porte-étendards d'armées conquérantes qui suivaient, même si eux-mêmes étaient des marins sur des nefs de 100 à 400 hommes. Mais voilà, en tout cas, Burton avait un esprit de découverte, sinon de conquête, et qui me plaisait, et puis un côté un peu fêlé, on va dire. Ça t'est déjà arrivé de te déguiser ? Rarement.
voyez, en Afghan, oui, j'en parlais encore il y a quelques jours avec un résistant afghan que j'ai revu à 2 pas d'ici, qui repart en Afghanistan d'ailleurs, et lui, il n'avait pas besoin de se déguiser, il est afghan, moi je me suis déguisé, et j'ai passé à la frontière en marchant à pied entre le Pakistan et l'Afghanistan, puis après mis dans une ambulance, il fallait surtout pas que je parle évidemment, mais j'ai rarement joué le travestissement, j'ai tout le temps joué la carte de l'écrivain ou du grand reporter, ou du reporter en tout cas, qui va franchir une frontière. Et ça marche pas pourquoi, il y a peut-être le culot, il y a aussi de la part des gens qu'on va rencontrer une part d'ego, que ce soit des trafiquants, que ce soit des garimperos ou chercheurs d'or au fin fond de la jungle, que ce soit des talibans même. J'ai rarement masqué ce que je voulais faire. Donc voilà, quand j'ai voulu me déguiser, ça s'est mal passé. Donc je dois être un mauvais déguiseur. Donc Burton, il parlait de cet inconnu immense, comme tu viens de le dire. Est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui? Tu disais, on connaît presque tout en fait. Elle se situe vraiment où l'aventure aujourd'hui? Oui, alors d'une part, il y a quand même des terres à redécouvrir. Bon, on peut parler de l'Amérique du Sud, on peut parler des routes de la soie en particulier, hormis certains pays qui sont hors d'atteinte parce que dangereux, bien sûr l'Afghanistan. Mais le fait de découvrir avec le cœur, avec les yeux grands ouverts, ce genre de territoire, ce genre d'espace, ce genre de route, c'est magnifique. Deuxièmement, c'est l'inconnu, il est en nous. C'est-à-dire, si on a 20 ans, on a envie de partir, évidemment, ce qu'on va voir, ça nous paraît inconnu, même si on a lu, même s'il y a pas de page vierge dans les Guinness Book des records, qui est une démonstration souvent, là encore, d'un ego, mais pour soi-même, c'est fantastique de dire, voilà, je suis jeune ou moins jeune et je vais découvrir des terres qui ne sont pas inconnues, qui ne sont pas vierges, mais pour moi, elles le sont. Et je trouve ça beau parce qu'évidemment, non seulement les voyages forment la jeunesse, mais elles nous forment tout court. Comme disait Nicolas Bouvier, le voyage nous fait et nous défait en même temps. On revient forcément différent d'un grand voyage. Si j'ai aimé et si j'aime encore aussi fort l'aventure, ce n'est pas tout à fait de ma faute. Et 2 mots peut-être sur Kessel, puisque tu as écrit aussi un dictionnaire amoureux de Kessel. On ne va pas résumer 1000 pages, mais il représente quoi vraiment Kessel pour toi? Kessel, pour moi, ça fait partie des écrivains qui ont été grands reporters et qui sont devenus romanciers. Parce que tout d'un coup, le réel ou le compte-rendu du réel ne suffit plus. Il faut passer à autre chose. Et c'était le cas d'ailleurs de grands reporters qui ont couvert des guerres et qui sont devenus romanciers parce qu'ils avaient, comme disait Hemingway, des bombes dans la tête. Alors, je pense à Jack London, je pense à Hemingway, bien sûr. Je pense à Malaparte, l'italien. Je pense à Vassili Grossman, le soviétique. Et Jack London, hein, parce que dans l'imaginaire collectif, c'est un peu le père de tous les aventuriers. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Bien, pour moi, il est le bad boy américain qui plaisait aux Américains au moment où la dernière frontière était déjà conquise, la Californie, la conquête de l'Ouest, et il y a eu d'un coup un marin, contrebandier, pirate de la baie de San Francisco qui s'en va, qui revient du Grand Nord, qui revient à la mer du Japon avec plein de récits. Et un ouvrier qui a commencé à travailler à 11 ans, qui a écrit des nouvelles à 20 ans et quelques, qui avait essuyé à un moment 200 refus, les affichés sur une pince à linge d'ailleurs dans sa petite chambre d'Auckland. Et pour moi, c'est l'aventurier par excellence qui réinvente ou qui réenchante le monde avec ses écrits, avec ses romans, qui est mort à 40 ans, après avoir écrit 40 livres, donc sa vie était finie, accomplie. Je pense qu'il aurait bien écrit encore 40 autres livres, et c'était quelqu'un pour moi de surdoué, mais qui exerçait ses dons au contact des autres et au contact de l'aventure, justement. C'était quelquefois la castagne, c'était un bagarreur, quelqu'un qui était parti dans le Grand Nord canadien, qui était revenu misérable. Il était revenu avec l'équivalent de 200 € à peu près, euros d'aujourd'hui, constant, hein, vous vous rendez compte, au bout d'un an d'aventure avec les chercheurs d'or. Donc voilà, pour moi, c'était ça, c'est l'aventurier par excellence. Bonjour Olivier Weber, vous êtes écrivain, grand reporter, diplomate, ancien correspondant de guerre. Vous rentrez d'Ukraine, 3500 km, vous avez traversé tout le pays. Merci de venir sur ce plateau témoigner. Merci de m'avoir invité. Je ne sais pas si c'était un rêve à chaque fois d'aller sur ces... T'as couvert quoi, une vingtaine de conflits, hein? En quoi c'était un rêve alors, l'Afghanistan, le Sahara, l'Irak Est-ce que t'es pas devenu accro aussi à ça? Non, enfin moi j'ai fait du reportage de guerre, j'en fais encore, je vais encore en Ukraine prochainement, au Liban, en Arménie et ailleurs, mais non, je suis un écrivain qui fait du reportage et qui rencontre des guerres,
par passion aussi pour les populations qui y vivent, et peut-être aussi pour défendre des causes, même si elles sont plus ou moins perdues. Oui, ça fait partie des rêves, mais dans les rêves, il n'y a pas la guerre. Au contraire, moi, ce qui m'intéresse quand je vais couvrir une guerre pour un livre ou un reportage, c'est de voir les populations qui y vivent. Je hais la guerre, je déteste la guerre. J'ai pris des risques, pas inconsidérés, parce que j'essaie de les paramétrer. En tout cas, moi, je suis toujours fasciné par des résistants, par exemple. Je parle des résistants afghans, je parle des résistants arméniens, des Kurdes en particulier, d'où le titre d'un de mes livres, Deux, l'esprit de résistance, parce qu'ils nous enseignent beaucoup de choses. Les Kurdes, qu'on appelle les Peshmerga, les combattants de la mort, et les combattantes, ce sont beaucoup des femmes, ont perdu pour la seule Syrie 13 500 des leurs pour nous défendre, nous, finalement, les citoyens de pays démocratiques, de la menace de Daesh, de l'État islamique. Et voilà, moi, voir ces combattantes, surtout ces femmes, Peshmerga en Syrie, dans ce qu'on appelle le Rojava, l'État kurde au nord-est de la Syrie, c'est fascinant. J'en ai vu une à Kobané, 25 ans, amputée à l'aine, assez belle d'ailleurs, qui était chez ses parents. Je suis allé avec mon interprète Mustapha, et j'ai dit, mais vous allez rester là longtemps, évidemment, vous soignez. Il me dit, pas du tout, non, moi j'ai perdu un rein au combat et la jambe. Et dès que je peux à peu près marcher avec mes béquilles, je repars au front. P pour peur. Dans tout périple, à risque apparaît ou devrait apparaître en contre-champ la peur. Elle est bornante, limitative, cognitive. Elle est corollaire à la remise en question permanente. Il y a la lettre P, alors continuons un peu dans le dictionnaire. Il y a la peur à la lettre P. Quand est-ce que tu l'as ressentie ? Oui, je la ressens souvent. Moi, j'éprouve de la peur, c'est vrai. J'ai des enfants. C'est vrai que quand je suis parti sur les zones de guerre, quand je pars encore, c'est pas évident, bien que je prenne beaucoup de précautions. Mais la peur, en même temps, elle est d'abord elle est humaine, et elle est bornante, elle est cognitive, elle est limitative, elle empêche de faire des erreurs en particulier. Et moi, j'ai vu des gens avoir peur et qui ont eu du courage. Et le courage vient souvent de la peur, parce qu'on surmonte sa peur, on connaît ses limites, et justement, on va quand même. Mais tu as un exemple qui te vient en tête, à un moment où tu as vraiment tremblé de peur ? Non, tremblé non, mais à un moment, oui, 15-16 fois, je me disais, bon, là, ça y est, j'aurais dû être mort statistiquement, hein, par des balles, par des attentats, des risques d'enlèvement à quelques minutes près, etc. Puis après, oui, se retrouver emprisonné, ou se retrouver sur des champs de bataille, être sûr qu'on n'en sortira pas, essayer de se raisonner, essayer de trouver quand même des voies, marcher sur les champs de mines, ça m'est arrivé voilà, c'est la roulette russe, hein, mais on n'a pas le choix, hein, si on en est mort, quoi. Quand j'avais fait avant le premier voyage risqué, c'est l'Érythrée à 20 ans et quelques, j'étais sûr de revenir amputé, parce que les seuls articles qui parlaient de cette guérilla érythréenne contre l'Éthiopie, dont l'Érythrée faisait partie alors, parler des amputés des mines. Et je me suis dit, avec cette guérilla des montagnes à 3000 mètres, je vais revenir sans jambes, etc. Et une fois qu'on est sur le terrain, on n'a pas peur, on se raisonne, on va pas forcément vers le rationnel, mais on se raisonne, on essaie de paramétrer. Et la peur, après, peut être rétroactive ou rétrospective. Quand on revient, on s'est dit, y compris en écrivant ce dictionnaire amoureux, où je raconte qu'une partie, évidemment. Et heureusement que j'ai pris des notes, parce que je me dis que c'est pas possible. Et alors justement, tu reviens dans quel état de ces reportages, après avoir vécu des choses aussi comme ça intenses, aussi fortes, quand tu reviens ici à Paris, comment tu es ? Oui, alors ça soulève deux questions. Alors, d'abord, c'est la question du retour. Le retour est jamais évident, parce qu'évidemment, voilà, c'est de vivre avec tout ce qu'on a vu, y compris des victimes civiles, parce que les victimes des 200 conflits dans le monde depuis 1945, à peu près, c'est un chiffre minimum, sont à 92 ou 94% des civils. C'est-à-dire que les soldats ne tuent plus des militaires, les militaires tuent des civils. Donc nous, quand on est là, écrivain voyageur ou journaliste ou grand reporter, on voit des blessés, on voit des morts, on voit des civils victimes de ces conflits, quelquefois avec la pire des barbaries. Et donc ça crée des hantises. Alors moi, je m'en sors plutôt bien, parce que d'une part, j'ai été habitué très jeune à la violence, et deuxièmement, parce que j'écris. Voilà, c'est vrai qu'écrire, c'est une thérapie, donc une thérapie, c'est rien, mais ça aide. Ça aide à sortir ce qu'on a. Écrire un livre, ça permet de sortir enfin, c'est pas des cauchemars pour moi, mais de sortir des obsessions. Voilà, c'est ça. J'ai vu que tu partais toujours avec des livres plein de sacs. T'as le temps de lire ? Oui, alors moi, je dors pas beaucoup la nuit. Et je pars avec des livres, et bon, ça pèse lourd, évidemment. Et pour moi, d'abord, c'est une source de renseignements sur un pays, y compris les romans, encore une fois. Et puis deuxièmement, c'est rassurant. Moi, je me barricade avec des livres pratiquement
autour de mon lit de camp, même si je dors dehors, j'ai des livres autour de moi, c'est bizarre, ça me protège. Et pour te donner une anecdote, j'étais en Ukraine au début de la guerre assez longuement pour un livre donc qui s'appelle Naissance d'une nation européenne, et j'ai dormi à Kharkiv. La ville était pratiquement encerclée, j'ai réussi à rentrer par le sud de la ville, j'étais pas très sûr de pouvoir en ressortir, et j'ai dormi chez un professeur de lycée qui ne voulait pas partir en Pologne, alors que sa famille était déjà réfugiée en Pologne. Je lui dis, mais pourquoi tu es revenu de Pologne? Il me dit, parce que j'ai des fidèles ici. En fait, le dimanche, j'ai été pasteur au temple protestant à côté. Et il avait protégé ses vitres, parce que quand il y a des explosions à Kharkiv ou ailleurs en Ukraine, ce qui est très dangereux comme en zone de guerre, c'est les éclats de verre. Ça vous coupe la garotide, etc. Et donc, le maître du scotch, il a mis des romans policiers et des bibles. Je trouvais ça assez drôle. Il me dit, tu vois, je suis protégé par la littérature laïque, profane et religieuse. Voilà. J'ai envie de parler d'Afghanistan, parce que c'est vraiment un pays qui a attiré les voyageurs dans les années 70. Après, il y a eu la guerre, les talibans. Tu connais très très bien ce pays. Je dirais ton regard aujourd'hui sur ce que vit ce pays. C'est un drame absolu, parce qu'il y a 43 millions d'Afghans qui souffrent le martyre de cette exaction, de cette barbarie taliban, et surtout pour les femmes. Et les talibans sont 100 000, pas plus leur famille. On arrive à une parentèle, à un clan d'1 million d'habitants. Mais il y a un président américain, suivi par son successeur, donc qui s'appelle Trump, suivi par Biden, qui ont donné littéralement les clés d'un pays plus grand que la France, qui est redevenu un laboratoire du terrorisme, à des talibans dont on connaissait pertinemment donc la capacité de nuire par rapport à la population, aussi par rapport à une région. Je suis quand même très triste de ce qui se passe, mais je garde espoir avec ces Afghans qui combattent encore à l'intérieur. Il y a une résistance civile également, surtout civile, de la part des femmes, des mères de famille, par exemple, qui renseignent à leurs enfants, c'est totalement interdit, des matières autres que le Coran, autre que le Pashtun, la langue devenue nationale maintenant, et l'ourdou, la langue pakistanaise, et que l'arabe, et qui prennent des risques pour essayer d'éduquer leurs garçons et leurs filles. Et voilà, j'ose espérer que leurs efforts seront récompensés un jour ou l'autre. Alors j'ai vu que tu étais né à Montluçon, mais alors je suis très déçue parce qu'à la lettre M, il n'y a pas Montluçon. Non, non, j'avais déjà la bougeotte, je suis resté très peu de temps, je suis parti très vite. Et non, mais je ne suis jamais retourné, sauf peut-être une fois, 24 heures, sur les lieux de ma naissance. Mais non, moi j'aime bien rompre les amarres, voilà, avoir d'autres vies, etc. Donc, y compris d'ailleurs des vies par procuration. Le fait de rencontrer ces centaines, enfin c'est un minimum, ces milliers de personnes, de la vie de tous les jours, et c'est fabuleux. Donc c'est bien de larguer les amarres. Alors après Montluçon, j'ai vu qu'il y avait l'arrière-pays niçois, et tu es même, ton premier boulot c'était berger. Bon, je sais que tu aimes la montagne, mais berger, il faut aimer l'isolement aussi. Oui, absolument. Mais je me suis retrouvé en montagne seul, et puis avec mon frère aussi, qui lui est resté berger jusqu'à 32 ans, et puis bûcheron dans la montagne. Voilà, à 2000 mètres d'altitude, à 3 heures de marche du village, sans eau courante, sans électricité, bon, ça vous forme. Les montagnes sont magnifiques, on apprend à parler aux animaux, aux pierres, aux rochers, aux arbres, donc des choses tout à fait normales, hein. C'est bien, je garde encore cette habitude, faut pas s'inquiéter. Et voilà, moi en tout cas, mon mantra, ma vocation, c'était de franchir ces montagnes et de partir pour y revenir. Merci à Olivier Weber pour nous avoir accueillis chez lui entre 2 voyages. Je rappelle son dictionnaire amoureux de l'aventure, paru chez Plomb. Et tu peux retrouver l'entretien dans le numéro 68 de AR Magazine, actuellement en vente, avec la couve sur le Pérou. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, Facebook et dans les kiosques, bien sûr. Et pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire, une bonne note. Ça fait toujours plaisir. On est aussi sur Deezer et Spotify. À bientôt pour de nouvelles aventures.